Ok, on va pouvoir démarrer. Donc, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les habitants de Juvignac ou d'ailleurs, bonsoir et bienvenue à Juvignac, bienvenue dans la salle communale de Courpouillan ce soir. Donc, la dernière fois que nous nous sommes rencontrés ensemble dans cette salle, c'était en mars dernier. Et ce soir-là, en évoquant notre programme sur les finances et sur la fiscalité, puisqu'on va s'en tenir à ces sujets, je m'engageais notamment sur 2 points en vous disant ceci. Je stopperai en avril le projet pharaonique d'une salle de spectacle de 1000 places financée par nos impôts, 19 millions d'euros empruntés sur 30 ans. Ce type d'équipement doit être conçu et financé en concertation avec les communes voisines et l'agglo. Alors je vous confirme aujourd'hui que ce projet financièrement intenable est abandonné et que nous travaillons avec l'agglomération de Montpellier pour obtenir ce type d'équipement communautaire à l'échelle intercommunale. Deuxième élément, je vous disais, je ferai faire un audit des finances et de l'office de tourisme. Parce que même si j'avais effectué par moi-même certains calculs depuis 2008 de ratios financiers, je souhaitais, premièrement, avoir accès à la comptabilité réelle de la mairie. Parce qu'on peut facilement manipuler un budget, et c'est bien ce qui s'est passé à Juvignac, comme nous allons voir ce soir. Deuxième élément, je voulais la photographie exacte des lieux que nous avons trouvés en arrivant, afin de ne pas porter la responsabilité des 30 dernières années de gestion. Mais au-delà de cette rétrospective, qui est intéressante certes, je voulais surtout pouvoir tracer les lignes futures de notre action et travailler en prospective sans naviguer à vue. Troisième élément, je voulais surtout dépolitiser cette affaire, et pour pas qu'on puisse dire, bien sûr, il y a un nouveau maire, donc il va s'amuser à taper sur son prédécesseur, c'est normal, et donc cet audit est orienté. Et donc c'est précisément pour éviter cet écueil que j'ai sollicité, non pas un seul, mais plusieurs avis, des avis à la fois neutres, objectifs et indépendants, à savoir donc celui d'une entreprise spécialisée dans le conseil aux collectivités locales, partout en France, et plus particulièrement dans l'audit des finances publiques, qui est le cabinet Finadev, représenté ici par M. Laurent Millet, qui pourra s'exprimer dans un instant, au moment du débat. J'ai sollicité, ou plutôt on a sollicité depuis plusieurs années, celui de la préfecture et de la direction régionale des finances publiques, dont nous avons eu le rapport cette semaine, mardi exactement, en présence du secrétaire général du préfet. Et enfin, j'ai recueilli l'avis de 5 grandes banques nationales que nous avons rencontrées courant septembre, et à qui j'ai demandé de m'expliquer, non pas de me dire oui ou non, est-ce qu'on prête à Juvignac, mais pourquoi est-ce qu'elle ne voulait plus prêter à Juvignac depuis 2009. Voilà. Donc depuis le mois d'avril, chacun de ces 8 organismes, et non pas un seul, privé et public, a examiné les finances de la commune de Juvignac entre 2008 et 2014, à partir des données officielles et comptables de la commune, et leurs conclusions vont toutes naturellement dans le même sens. J'ajoute enfin, et c'est un pur hasard du calendrier, que la Chambre régionale des comptes a mandaté la semaine dernière, de sa propre initiative, un magistrat afin qu'il examine, lui aussi, les comptes de la commune de Juvignac entre 2007 et 2014. Alors, un aparté sur ce point, la Chambre régionale des comptes intervient pour contrôler les budgets des communes régulièrement et en règle générale tous les 5 à 6 ans. À Juvignac, elle n'était pas venue depuis 2001. Comprenne qui pourra, la question est posée. Je veux savoir pourquoi est-ce que la Chambre régionale des comptes n'est pas venue depuis 13 ans ici. Donc ce magistrat, qui ne connaissait pas la réponse, souhaitait me rencontrer en mairie, et je l'ai vu mercredi dernier, donc le préfet mardi et la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes mercredi. Il m'a demandé un très grand nombre de documents, dont le traité de concession de ZAC, les constellations. Il m'a demandé aussi la convention passée avec l'Office de tourisme. Il m'a demandé l'état des avantages en nature, et il m'a demandé les procédures de marché public, etc. Un certain nombre de documents où on sent qu'il avait lui-même, alors moi on peut dire que l'audit orienté peut orienter, mais là, la Chambre régionale des comptes, je ne les connais pas, donc ils sont venus avec un avis sans doute préalable avant de venir mercredi. Donc son instruction à ce magistrat, m'a-t-il dit, va consister au cours des prochaines semaines à vérifier la sincérité des comptes de la commune et surtout à comprendre ce qui a pu se passer depuis 10 ans, m'a-t-il dit, pour que Juvignac se trouve dans une situation que la Chambre régionale des comptes ne comprend pas. Et donc cette situation, quelle est-elle ? Eh bien, lorsqu'une commune se trouve en déficit de plus de 10% de ses recettes réelles de fonctionnement, elle est placée sous la tutelle de cette fameuse Chambre régionale des comptes, et non plus du préfet, mais enfin le préfet actionne la Chambre régionale des comptes.
À Juvignac, la situation est donc grave puisque la commune devrait techniquement, je dis bien, être placée sous le regard de la Chambre régionale des comptes, sous réserve des analyses comptables affinées que mènent actuellement les divers organismes que j'ai évoqués, dont Finandel. Parce que dans la comptabilité à Juvignac, on ne comprend pas tout, et même après plusieurs mois. On pourra vous en toucher un mot tout à l'heure. Alors ce soir, nous allons répondre à deux questions. D'abord, comment a-t-on pu en arriver à une telle situation? Et ensuite, que va-t-il se passer? Alors pour ce faire, je vous propose tout d'abord d'exposer ce qui pour moi est important, c'est-à-dire l'état d'esprit qui régnait parmi les anciens élus et au sein même de l'ancienne direction générale des services, état d'esprit qui s'est transposé naturellement tel quel à la direction de l'Office de tourisme dès 2008. C'est cet état d'esprit qui a conduit, me semble-t-il, à ce que la situation budgétaire de la commune soit ainsi critique. Auparavant, j'insiste sur un point important, à savoir que le budget de l'année 2014 a été intégralement élaboré, conçu et construit dans l'hiver dernier par l'ancienne majorité. Nous sommes arrivés en mairie le 7 avril 2014, étions tenus par la loi de voter le budget 2014 avant le 30 avril 2014, comme toutes les communes de France d'ailleurs, et en arrivant, nous n'avions aucune raison de douter de l'équilibre du budget primitif que nous a présenté le directeur général des services, qui lui a assuré la continuité de l'administration, car il avait, ce budget, toute l'apparence de la légitimité et de la sincérité. Alors je vous rappelle qu'un audit prend plusieurs mois, et que pour notre part, nous avions quelques jours pour voter ce qui avait été élaboré. Il y a des milliers de lignes dans une comptabilité, c'est difficile d'y mettre le nez en quelques jours. Par contre, nous avons refusé, j'ai refusé d'emprunter les 1,8 million d'euros prévus dans leur budget primitif que je viens d'évoquer, avant d'avoir les résultats des différents audits qu'on voit ce soir et qu'on a connus courant octobre. Alors j'en viens à l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit qui régnait dans l'ancienne municipalité, qui animait les anciens élus, la direction générale de la mairie, la direction de l'office du tourisme, je l'ai dit, était clairement celui qui, et j'assume mes mots, consiste à profiter d'avantages personnels au sein d'un petit cercle de quelques personnes privilégiées. Alors même que les ratios financiers étaient désastreux, que le préfet et la direction générale des finances publiques écrivaient tous les ans à l'ancien maire pour lui rappeler que Juvignac faisait partie des communes placées dans ce qu'ils appellent le réseau d'alerte, des communes en difficulté financière. Alors même qu'aucune banque ne voulait plus prêter, je l'ai dit tout à l'heure, quoi que ce soit à Juvignac depuis 2009, alors, sauf celles dont était présidente une ancienne adjointe de la mairie, comprenne qui pourra, eh bien la ville déboursait sans compter pour des dépenses superflues et parfois au profit de quelques-uns de ce petit cercle de privilégiés. Je vais donner quelques exemples chiffrés au-delà des voitures haut de gamme pour le maire et le directeur général des services, qui coûtaient 12 000 euros par an et nous rendons ces véhicules à Renault. D'abord, des frais de restaurant et d'hôtel très lourds pour ces quelques personnes. 9 000 euros en 2013. 60 000 francs. Et j'indique que sur ce sujet, pour ma part, j'ai invité des personnalités, puisque c'est mon rôle, 5 fois en 6 mois au restaurant. Alors, dont Madame Labarre, DGS de Juvignac en remplacement d'ancien, avant qu'on la recrute, un journaliste, le maire de Calcar, avec qui on est jumelé, je ne sais plus, enfin, bref, ça m'a coûté moins de 200 euros. Deuxième élément, des primes allouées au maximum pour le directeur général des services, en plus de son salaire. Par exemple, au centre communal d'action sociale, il touchait 1 488 euros par mois en plus. Donc Madame Labarre, qui est ici, ne les a pas. Et elle en est réjouie. Sa directrice des finances, qui est en congé maladie depuis le 1er avril, et c'est dommage parce que ça nous aurait bien aidé d'avoir son œil sur les finances de la commune et comprendre comment ils avaient construit le budget, donc je ne l'ai pas vu, elle touchait 320 euros par mois à la Caisse des écoles. La Caisse des écoles, c'est une association municipale qui tourne toute seule. Actuellement, il n'y a personne qui touche cette somme-là dans mon équipe. Donc il va sans dire que ces deux primes n'ont pas lieu d'être et ont sauté dès le 7 avril. Troisième élément, chiffré, pour tenir un bureau de vote un dimanche lors de toutes les élections, 3 cadres supérieurs de la mairie touchaient chacun 1 428 euros pour une journée. Quasiment 10 000 francs chacun pour une seule journée de travail. C'est vrai qu'ils venaient tôt. Et ce pour chaque élection, les cantonales, les municipales, les présidentielles, les européennes et les législatives. Pour les législatives,
il y avait 2 tours. 1428 premier tour, 1428 deuxième tour, naturellement. Autre exemple chiffré, depuis 17 ans, la mairie paye un agent communal 30 000 € par an, alors que cet agent ne travaille plus à la mairie de Juvignac depuis 17 ans. Là, on dilapide 510 000 € en 17 ans pour un fantôme, et ça ne gênait personne. Et j'indique ici que lorsqu'on économise 120 000 € par an à Juvignac, on peut diminuer les impôts de 1 point. D'accord? S'ils sont à 15%, on peut les diminuer à 14%. Donc 30 000 € par an, c'est en fait un quart de point d'impôt qui aurait pu faire passer, par exemple, le taux de la taxe d'habitation qui aujourd'hui est à 17,42%, puisqu'il était à 17,46, on l'a baissé nous à 17,42, c'est la seule chose qu'on a pu faire. On aurait pu baisser ce taux avec cet agent-là, qu'on n'a pas payé tous les ans depuis 17 ans, qu'on a payé tous les ans depuis 17 ans, à 17,17%. Voilà. Donc, en partie grâce à lui, on a des impôts qui sont élevés. C'est un exemple parmi d'autres. Et c'est ce que je voulais dire sur l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il est, pour moi, délétère et malsain, et il a conduit ces quelques personnes à prendre ensuite, naturellement, des décisions irresponsables à plus grande échelle, et qui ont fait perdre plusieurs millions d'euros à la commune, pour alourdir ainsi considérablement le poids de notre dette, et donc celui des impôts. Alors j'en veux pour preuve 4 exemples. Le premier, c'est la médiathèque, portée financièrement par la seule commune de Juvignac, sans aucune aide de l'agglomération, du département et de l'État, qui ont pourtant vocation à financer ce type d'équipement culturel, ce qui a augmenté la dette de 3,1 millions d'euros, sans compter les frais de fonctionnement qu'elle engendre chaque année à hauteur de 250 000 €. Je rappelle, un point d'impôt, c'est 120 000 €. Donc là, on a 2 points d'impôt. Il y a la taxe foncière aussi qui est à 29,50 €, dont on parlera. Et donc, nous avons une des seules médiathèques de l'agglomération, finalement, financée en autarcie la plus totale. Plus généralement, le département, l'agglomération, l'État et la région ont été très peu sollicités pour financer ne fût-ce qu'une partie de nos équipements ou des services publics dont on a besoin, ce qui a conduit à le faire par les impôts et par les emprunts. Deuxième élément criant, l'éclairage public. Vous avez tous remarqué qu'on a changé tous les lampadaires et que les réseaux passent dans le sol, financés sous la forme d'un partenariat public-privé, je ne rentre pas dans les détails, avec l'entreprise SPI et la Caisse d'épargne qui finançait donc pour 4 millions d'euros un chantier qui pour nous était loin d'être une priorité pour nos finances et qui surtout est une dette déguisée. Donc un mot pour rappeler que les PPP, les partenariats public-privés, sont dangereux pour les collectivités dans la mesure où les entreprises margent davantage qu'en marché public classique. Et sur ce point, donc Finadev, représenté par M. Millier ici, qui est comme les banques en direct avec les salles des marchés, nous a fait économiser à tous, à la ville, 85 000 € sur ce partenariat, en nous aidant à négocier un échange de taux avec la Caisse d'épargne, c'était en juillet, puisque la Caisse d'épargne elle-même a tenté de surmarger par rapport à sa marge légale sur le contrat du PPP. Si je n'avais pas eu Finadev avec moi, c'était 85 000 € qu'on perdait, ni vu ni connu. Troisième élément, le projet de la salle de spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure, 1000 places, prévue par l'ancienne majorité, qui aurait coûté 19 millions d'euros sur 30 ans à la ville, une fois et demie c'est le montant de la dette actuelle. Un projet que nous avons donc immédiatement stoppé, je l'ai dit, et donc pour le coup, le préfet, les banques et la DGFiP, la Direction Générale des Finances Publiques, nous ont félicité, salué cette décision, parce que c'était tout simplement impossible à tenir, c'est-à-dire c'était un engagement qui pour le coup n'était pas faisable. Voilà. Quatrième point, il n'y avait aucune stratégie foncière à Juvignac. Des terrains appartenaient à la commune, ils valent de l'or. La stratégie foncière pour un maire, à mon avis, c'est important. On a des zones qui valent quelques centimes, on les met de côté, et puis le jour où il y a un projet d'aménagement, ils sont valorisés, et donc tout le monde en profite, toute la collectivité. Et donc ici, à Juvignac, on a bradé à des promoteurs des terrains très en dessous de leur valeur réelle, au coup par coup en cédant à la pression commerciale, c'est-à-dire sans aucune intention de préserver ou de défendre les intérêts de la ville. Par exemple, le terrain des 14 villas Kaufmann et Broad à côté du parc anciennement nommé Aninat, à 80 € du mètre carré prix des domaines, c'est des terrains qui valent 250 € le mètre carré. Voilà. Je crois que Jacques Bousquet avait proposé de les acheter à 90 € le mètre carré, Mme Santonja avait refusé.
Le plus grave, cinquième exemple, c'est surtout l'absence totale de négociations sérieuses avec l'aménageur de la ZAC des Constellations, qui a construit 1700 logements pour 5000 habitants, mais sans leur demander une seule seconde une participation pour, on l'a dit souvent, une école, une crèche, une salle culturelle pour les associations, les jeunes, en tout cas un équipement public digne de ce nom, à part le local de police municipale. Alors cette non-négociation est une perte sèche pour la ville, évaluée actuellement par nos services à environ 4 millions d'euros, soit 80% de l'ensemble des taxes locales, d'habitation et foncière, que nous payons tous chaque année, 80% d'une année. Alors la question c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que ne pas avoir négocié ce que dans toutes les actes de France on négocie, pourtant avec les aménageurs, alors que depuis le mois d'avril, nous réussissons, nous, peu à peu, avec Luc Bremer, mon adjoint à l'urbanisme qui est derrière, qui se cache, à négocier avec le groupe GGL, puisque c'est eux, tout simplement en les voyant semaine après semaine, comme vous le feriez vous aussi, avec l'architecte ou le maçon de votre habitation personnelle, si vous aviez des travaux à faire. Voilà, donc cet état d'esprit laxiste, particulièrement néfaste et pernicieux, a naturellement déteint sur le fonctionnement de l'Office du tourisme. Parce que l'audit, non seulement l'audit Finadel, mais la Chambre régionale des comptes qui a pointé que c'était la plus grosse association de la commune, cette association percevait chaque année à elle seule autant de subventions que les 70 autres associations de la commune, pour une utilité qu'on estime dérisoire et opaque, ce qu'a d'ailleurs justement parfaitement identifié le magistrat de la Chambre régionale des comptes quand il m'en a parlé mercredi matin. Donc je vais laisser pour ça la parole à Danielle Jolivier, qui est à ma gauche, qui est la nouvelle présidente de l'Office du tourisme. Elle a travaillé en partenariat surtout avec la Fédération des offices du tourisme départemental pour se faire une idée de ce qui se passait derrière le fond et la forme de cette association. Et elle a travaillé des juristes et puis des auditeurs aussi. Je vais lui laisser la parole quelques minutes. Merci. Juste quelques éléments. Donc pour les besoins de l'audit, j'ai fouillé dans la jungle des documents qui étaient mal classés et lacunaires au sein de l'Office du tourisme. Et là, on est allé de surprise en surprise. D'abord, il n'existe aucun compte rendu d'assemblée générale. La préfecture n'a jamais rien reçu depuis l'annonce de la création de l'Office du tourisme en 2008. Ensuite, je voulais convoquer les adhérents pour faire une assemblée générale. Où sont-ils? On n'a trouvé aucun adhérent. Aucun recueil ne les mentionne. Aucune cotisation. Alors j'ai demandé quand même des explications et le trésorier a été très clair. Il m'a dit en fait on avait établi le montant des cotisations à 3 € et comme c'était pas cher on n'encaissait pas. Et on mettait un chiffre approximatif. Bon, et au résultat, il n'y a d'adhérents que les membres du conseil d'administration, les 13 membres. Donc les statuts demandaient qu'on renouvelle ce conseil d'administration tous les 3 ans. Évidemment, ça ne pouvait pas se faire puisqu'ils étaient tout seuls. Donc voilà, il n'y a pas eu de... Ça n'était pas respecté à ce niveau-là. Ensuite, je me suis intéressée aux partenaires. Un office du tourisme, normalement, travaille avec des partenaires payants. Pour 2014, on n'en a pas. Il n'y en avait aucun quand je suis arrivée. Ce qu'on voyait en bas du site internet, c'était fini. Et dans les partenaires que j'ai trouvés pour les années précédentes, il y avait des promoteurs immobiliers. Alors là, j'ai été un peu surprise parce que d'habitude, le béton, ça fait plutôt fuir les touristes. Et là, au contraire, l'Office de tourisme s'est engagé à les mettre en valeur, à leur servir de vitrine. Bon, ce sont pour la plupart, pas pour la plupart, mais tous, des promoteurs qui avaient des intérêts économiques sur la commune. Alors, il y a peut-être un échange de bons procédés, mais ça, je ne m'avancerai pas là-dessus. Autre élément surprenant, au lieu de développer le tourisme dans la direction de Juvignac, au lieu de faire venir les gens sur Juvignac, en fait, cet office de tourisme s'était transformé en agence de voyage, donc y compris de voyage vers l'étranger. J'ai l'impression que ça marche bien. Pas trop. Ça s'appelle ça.
Donc, ça, c'était complètement irrégulier, ça ne respectait pas le code du tourisme. Et en même temps, dans la mesure où on veut s'instituer agence de voyage, en concurrence avec les agences existantes, ce qui déjà n'est pas très fair-play, on se met en règle. C'est-à-dire qu'il y a une accréditation à obtenir, il y a une garantie financière à payer, une assurance, enfin il y a tout un tas d'obligations. Et là, on était complètement dans l'illégalité. Donc ça aussi, bon, il fallait y mettre un terme. Ensuite, alors après, côté gros sous. Alors là, je vous donne du papier. Le budget de l'Office du tourisme s'est levé à environ 200 000 €. Voilà, au-delà de la subvention de 130 000 € qui était allouée par la ville, celle-ci prenait aussi en charge de nombreuses dépenses, comme par exemple la mise en place d'un local à titre gratuit, son assurance, son entretien, la mise à disposition du personnel de la mairie, ainsi que de nombreuses factures. On peut estimer, d'après les résultats de l'audit, que la ville a déboursé sur 5 ans pour l'Office de tourisme 1 200 000 € pour le résultat que vous avez vu. Hein. Voilà. Et alors, encore une autre surprise, quand on a vérifié les comptes, on s'est aperçu que chaque année, l'Office de tourisme trouvait le moyen d'être en déficit. Voilà. D'où le recours aux promoteurs immobiliers qui ont des intérêts sur la commune. Donc il fallait bien qu'ils renvoient la balle. Bon, alors, comment donc était utilisé ce budget ? En fait, il faut savoir, enfin je crois que beaucoup d'entre vous le savent, il était lourdement grevé par le salaire du directeur, 72 000 € par an, par le leasing, l'assurance, le carburant de son véhicule, un peu plus de 6 000 €, par ses frais de déplacement en plus, 4 500 €, par les factures de téléphone portable, on a eu jusqu'à 10 000 € par an. Alors, je ne sais pas, tout le monde avait son portable là-dedans. On a un mois où on a trouvé une facture à 1 800 € pour un portable, avec des coups de fil en Europe, hors d'Europe. Je ne vois pas très bien le lien avec l'office de Juvignac. On n'a jamais eu trop de rapport avec des villes lointaines. Donc, je rappelle quand même ici que les raisons avancées pour créer un office de tourisme sur Juvignac, c'était d'abord d'obtenir le classement de la commune en ville touristique. Pour cela, il fallait d'abord obtenir le classement de l'office. Rien de tout cela n'a été fait. On pense que peut-être, je ne sais pas, il aurait fallu augmenter le salaire du directeur, mais il n'a pas réussi, il n'a pas fait. Et est-ce que c'est en transformant l'association en agence de voyage et en vitrine pour les promoteurs qu'on arrive à classer un office de tourisme ? Bon, et est-ce que c'est en accumulant des dépenses aussi inconsidérées qu'on va y arriver ? Je pense qu'il était quand même temps de mettre un terme à tout cela. Après, pour tout autre détail technique, je veux bien passer la parole. Merci Madame Jolivet. C'est dur pour elle. Hein. Parce qu'elle est arrivée, elle s'est dit je vais faire plein de choses. En fait, tout ce qu'elle faisait, elle n'a pas le droit de le faire. C'est 7 000 € d'amende pour le président, non, s'il fait des voyages illégaux, je crois. 7 500 € d'amende. Et 6 mois de prison. Ça t'a rien dit, ça. Ben, pour ma part, j'ai un forfait chez Orange à 19,90 € par mois, 239 € par an. Je ne sais pas comment on peut dépenser 10 000 € de téléphone de mobile par an. Ou 9 000 € de frais de restaurant et d'hôtel, pareil, tous les ans, sans que finalement un certain état d'esprit, pour le moins négatif et en tout cas très peu respectueux de l'intérêt collectif, soit constitué. D'ailleurs, on m'a fait remarquer que Laurent Munoz, qui est expert comptable nouvellement élu à la commune de Juvignac, dans l'opposition, est l'expert comptable de l'association de l'Office du tourisme. Et en tant qu'ancien élu, il votait pourtant les subventions de l'Office du tourisme tous les ans, sans sortir de la salle. Donc on a pointé, enfin en tout cas pour moi, on peut se demander si on ne pourrait pas poser la question à un juge, de savoir s'il n'y a pas un peu un conflit d'intérêt là-dessous, parce qu'on est intéressé quand on vote une subvention dans laquelle on a 5 000 € par an en tant qu'expert comptable, pour je crois 300 pièces comptables, hein, sans la TVA, il n'y a pas de salaire, puisqu'on les mettait à disposition, les salariés de la commune étaient à disposition de l'Office du tourisme. Bref. Donc, j'en arrête là. Juvignac est une ville qui devrait être prospère.
Le budget de la commune, on va en parler 2 minutes, sans vous noyer dans les chiffres, s'élève à Juvignac à environ 16 millions d'euros, affecté pour 11 millions d'euros au fonctionnement des services publics et 6 millions d'euros, bon an mal an, pour l'investissement. Donc le budget est composé donc de 2 parties, la section de fonctionnement et la section d'investissement. La section de fonctionnement, c'est donc l'expression des choix politiques. Elle comprend les dépenses générales de la commune, essentiellement les frais personnels, vous voyez derrière moi les charges générales et les intérêts de la dette. Alors, je rappelle que la dette est composée de capital et des intérêts. L'ensemble des deux, c'est les annuités qu'on rembourse annuellement. Donc, en fonctionnement, l'intérêt de la dette est ici dans les dépenses. Les recettes doivent correspondre à l'équilibre constitué par nos impôts, par les taxes, les prestations de services, les locations que peut avoir la commune, les subventions qu'on reçoit, les dotations de l'État. Et sur ce point, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, va diminuer, vous avez entendu parler de ça dans la presse, donc drastiquement pour toutes les collectivités locales au cours des prochaines années. Donc la section de fonctionnement, je l'ai dit, doit être complètement à l'équilibre. Les recettes égale les dépenses. Et donc les excédents ou les déficits doivent être reportés ou dans la section d'investissement. D'accord ? Donc cette section d'investissement comprend, elle, des dépenses d'équipement, voirie, les travaux, les bâtiments, la médiathèque si on l'a fait nous-mêmes, le bâtiment de la mairie qui avait doublé l'endettement communal en 2006, on est dépassé de 6 millions d'euros à 12 millions d'euros avec cette belle mairie que nous avons. Et puis il est constitué aussi par le remboursement du capital des emprunts. Donc ces dépenses doivent obligatoirement être équilibrées par des recettes composées donc de l'excédent de la section de fonctionnement que j'évoquais à l'instant, s'il y en a, des emprunts, s'il y en a, des dotations éventuellement de l'État et des subventions, puisque l'État peut subventionner, ou les collectivités locales, des équipements publics. Donc Juvignac est une commune qui globalement est attractive, heureusement, dont les ressources fiscales sont à la fois très importantes et en constante progression. Donc on va faire un point rapide sur le fait que les constats qu'on fait, on peut passer Esther à la diapo suivante, Juvignac a des bases de taxes d'habitation et taxes foncières très élevées. Pourquoi ? Parce que globalement, plus qu'ailleurs, les maisons sont plus grandes. Donc les valeurs locatives sont plus élevées. Et donc Finandev me dit, sont largement supérieures aux moyennes constatées dans la strate démographique de 5 000 à 10 000 habitants. Strate, c'est de 5 000 à 10 000 habitants, avec 1 847 € par habitant à Juvignac, contre 1 681 € dans l'Hérault par habitant. Et en France, en moyenne, c'est 1 252 €, ce qui vous montre qu'on a des valeurs locatives importantes. Deuxième point, on a une pression fiscale très élevée. La pression fiscale, c'est les taux, parce que vous avez la base qui est multipliée par un taux, donc taux de la taxe d'habitation, taux de la taxe foncière. Par exemple, la taxe foncière est à 29,5%. Tout à l'heure, j'ai parlé de la taxe d'habitation, elle est à 17,42%. En moyenne nationale sur la taxe foncière, on est à 20,81%. Et dans l'Hérault, à 25,51%. Donc on est quand même 4-5 points au-dessus des différentes moyennes. Je rappelle que la taxe foncière avait augmenté en 2010 de 18,5%, pour ceux qui payent une taxe foncière. De toute façon, même pour les locataires, vous la payez quand même dans vos charges, dans les loyers, pour le propriétaire. Donc les conséquences d'un effet base et d'un effet taux important, c'est quoi ? C'est d'avoir un produit fiscal très élevé. On a à Juvignac 730 € par habitant, contre 615 € en moyenne départementale et 437 € par habitant pour la France. Donc on est au double de la moyenne nationale en termes de recettes fiscales à Juvignac. Un autre élément qu'on peut évoquer, c'est ce qu'on appelle l'effort fiscal qui est très important. À Juvignac, on est à 1,45 contre 1,16 pour les communes de la même strate, 5 à 10 000 habitants. Donc cet effort fiscal, c'est la comparaison en fait, entre le produit des impôts réels et le produit théorique que percevrait la commune si elle appliquait les taux moyens de France. Alors, donc on est à 1,45 contre 1,16. Je ne vous saoule pas avec les chiffres plus longtemps. Pour vous dire simplement que cette apparence de prospérité est en fait l'arbre qui cache la forêt. Elle traduit et masque à la fois la fragilité des grands équilibres financiers, et c'est exactement ce qu'on constatait ensemble et séparément. La Chambre régionale des comptes, le préfet, la Direction régionale des finances publiques et Finandev. Alors ces établissements, qu'est-ce qu'ils ont pointé ? Ils ont pointé de très grands déséquilibres financiers, principalement à l'aide de 3 grands indicateurs qui permettent de déterminer la santé financière d'une commune. Tout d'abord, la capacité d'autofinancement. Ah oui, pardon, je n'ai pas parlé. Alors il y avait des éléments de comparaison avec les communes voisines.
Donc le taux de la taxe foncière de Montpellier, qui est ici très élevé, juste au-dessus on a Juvignac. Et puis on avait un autre tableau, Esther, je crois, c'était celui du montant de l'impôt par habitant. Saint-Jean-de-Védas, 803 € par habitant, Juvignac 714, on l'a dit, et en dessous, vous voyez, Pignan 403, Grabel 582, Saint-Georges-d'Orc 607, etc. Donc, je parlais tout à l'heure de 3 indicateurs qui mesurent la santé financière des communes. Le premier, c'est la capacité d'autofinancement, la CAF. Alors en gros, c'est les recettes de fonctionnement moins les dépenses. Cet indicateur, il est synonyme finalement de l'épargne que vous avez vous aussi en fin de mois, une fois que vous avez réglé toutes vos factures. Si vous reste de l'argent en fin de mois, qu'est-ce qu'on fait? Vous pouvez penser à investir. C'est un report en section d'investissement. C'est pareil chez nous, et on peut imaginer d'acheter une voiture, donc ce serait en investissement. D'accord? Donc dans les communes, cette épargne qui permet de financer les investissements sans avoir forcément à recourir aux emprunts ou aux impôts, cette épargne nette, quand elle est négative, consiste, en schématisant un peu, à rembourser des emprunts par d'autres emprunts. Ça, c'est embêtant. Il vaut mieux que cette capacité d'autofinancement soit positive. C'est comme chez vous, si vous avez des dépenses plus élevées que vos revenus, à un moment donné, ça coince. C'est pareil dans les communes. Ça veut dire qu'il faut emprunter pour pouvoir rembourser les emprunts de la section d'investissement. Et à Juvignac, on le voit ici, alors je ne sais pas si ceux qui sont au fond le voient, mais depuis 2008, enfin même avant, en fait, 2007, parce que les audits ne sont pas remontés si loin, l'épargne nette est constamment négative. Esther, celle d'avant? Celle d'avant, voilà. Vous voyez en bas les chiffres en rouge, vous avez une épargne nette qui est négative tous les ans. C'est rare, en fait, d'avoir tous les ans une épargne nette négative. Ça veut dire que tous les ans, on est obligé d'emprunter un peu plus pour payer les emprunts. Et emprunter pour rembourser les emprunts, c'est complètement idiot. Donc, de temps en temps, dans les communes, ça peut être négatif, mais pendant 2-3 ans, ça remonte, puis ça descend, etc. Vous voyez ? C'est toujours très négatif, et puis pas des petits montants. Ok. Quand on compare justement le tableau d'après avec les communes voisines, Juvignac est en bleu ici, bon, je n'ai pas mon pointeur. En bas, vous avez Juvignac en bleu, et au-dessus, en rouge, la CAF nette, la capacité d'autofinancement du département, et en vert, celle de la France. On doit être positif normalement, on va dire entre 30 et 130. Nous, on est entre moins 120 et moins 270, bon an, mal an. D'accord ? Ça remonte en 2011 parce qu'on a vendu le terrain des Ternes. Quand on vend un bijou de famille, ça permet éventuellement d'éponger un peu la dette. Mais structurellement, rien ne change, parce que l'année d'après, ça recommence. Voilà, donc la direction, deuxième élément, la direction régionale des finances publiques utilise un autre indicateur qui est le coefficient d'autofinancement courant. J'en parle deux mots, qui permet de mesurer l'écart entre les recettes réelles et celles qu'il faudrait pour rembourser les emprunts. Ça dit la même chose, mais autrement. On en a parlé mardi, alors je vous le livre, avec le préfet. Cet indicateur doit être en dessous de 1. Et dans les communes du département, il est en moyenne de 0,86. À Juvignac, il est de 1,11. Ce qui veut dire qu'il manque 11% des recettes pour pouvoir rembourser les emprunts, soit environ 1 200 000 € par an. Je rappelle qu'un point d'impôt, c'est 120 000 €. Voilà. La diapo suivante. Vous comprenez donc, on va passer en endettement, pourquoi depuis des années à Juvignac, on doit systématiquement emprunter, et ça explique pourquoi la dette communale est très importante. On a ici une comparaison des communes, ou pas, avec Grabel 1786, ça c'est les chiffres 2012 qu'on a repris, Juvignac 2029 € par habitant. Donc on n'a pas listé le tableau sur 2008 à 2013, mais on est souvent dans le peloton de tête de l'endettement par habitant. Je crois que pour 2013, c'est 1 983 € par habitant. Vous voyez, ça baisse à peine. C'est en tout cas 3 fois en France, la moyenne, c'est 800 € par habitant en France. Donc, cette situation ubuesque, empruntée pour rembourser les emprunts, entraîne la dégradation d'un dernier indicateur, celui de la capacité de désendettement. Est-ce qu'on est capable de se désendetter? C'est ça que ça veut dire. Donc, les 8 organismes que j'évoque depuis le début l'ont calculé pour évaluer l'état des finances de la commune. Donc ils mesurent cet indicateur le nombre d'années qu'il faudrait à une commune pour rembourser la totalité de sa dette en capital, en supposant qu'elle consacre pour ça la totalité de son épargne. C'est un peu comme chez vous, si vous vouliez rembourser votre emprunt à la banque tous les ans, si vous en avez fait un, avec ce qui vous reste en fin de mois.
Oui, alors et voilà. Vous avez vu les chiffres. Normalement, il ne faut pas... Alors à Juvignac, on est à 287 ans. Il ne faut pas dépasser 8 à 10 ans. Et le préfet commence à alerter les maires quand on arrive à 15 ans. À Juvignac, on est à 287 ans cette année. Mais l'année dernière, on était à 66 ans. Encore une fois, il faut savoir que la moyenne métropolitaine, c'est 6 ans. 6 ans, les communes alentours, elles ont 6-7 ans pour rembourser avec leur épargne. Nous, on est déjà en 2013, 66, en 2012, 30 ans. Alors en 2011, 8 ans, ben oui, parce qu'on a vendu le terrain des termes. Et en fait, c'est artificiel, ces 8 ans, d'accord ? 166 ans en 2010. Voilà, 54 ans l'année d'avant. Qu'est-ce qui s'est passé finalement pendant toutes ces années ? Au-delà de l'état d'esprit évoqué précédemment, l'axis délétère, la construction du budget était conçue finalement de manière, alors à mon sens, mais objectivement arbitraire, par 2 ou 3 personnes, un peu comme on navigue à vue, un peu comme sur le Titanic, vous savez. De fait, confrontées à des dépenses structurellement trop importantes, ces personnes ont surévalué la prévision de certaines recettes pour tenter d'équilibrer le budget. Et quand ce n'était plus tenable, elles décalaient une partie des engagements d'une année sur l'année suivante. D'accord ? C'est ce qui va se passer cette année. L'auditeur écrit « Je n'évoquerai pas la notion de cavalerie, mais plutôt celui d'une forte insincérité budgétaire. » Or, l'un des grands principes budgétaires de la comptabilité publique, et M. Housset, ancien adjoint aux finances pour nous en parler, est celui de l'équilibre. Le principe de l'équilibre, il repose sur 3 points. Une égalité stricte entre les dépenses et les recettes, une évaluation sincère des dépenses et des recettes, et, troisièmement, le remboursement du capital de l'annuité de la dette par l'autofinancement. C'est tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Donc l'ancienne majorité, finalement, a créé une spirale sans fin, en effectuant un emprunt tous les ans, à hauteur d'environ 1,8 million par là, tout en construisant massivement, et comme tu disais tout à l'heure, aux Constellations ou ailleurs, pour que les futurs habitants de ces nouveaux quartiers viennent nous aider à écoper. Vous avez là une partie de l'explication du caractère à la fois rapide et massif de la bétonisation à Juvignac. La municipalité précédente s'est donc montrée totalement incapable de boucler le budget, on l'a dit. Et donc, quelles sont les perspectives maintenant, parlons de futur, pour la ville ? Donc l'objectif du mandat, pour nous, c'est l'équilibre budgétaire. Ensuite, c'est stopper les décalages budgétaires d'une année sur l'autre, car c'est une fuite en avant sans fin. On pourrait, cette année, faire comme eux et décaler les 2 millions d'euros qui nous manquent pour l'investissement à 2015. Sauf que ce n'est pas sincère. Pour cela, nous allons donc devoir installer une période d'austérité budgétaire forte. Alors notre programme était et reste encore celui de baisser chaque année les impôts d'au moins 0,25%. Alors je vous le dis clairement, je me battrai avec mes équipes, avec les élus, avec l'administration, pour que, si nous devions être sous tutelle, la Chambre régionale des comptes n'émette pas un avis différent dans un contexte de pression fiscale évoqué précédemment et qui est très fort. Cela suppose donc de prendre des mesures drastiques pour réduire nos dépenses générales, mais aussi optimiser nos recettes. D'abord, la plus élémentaire, les festivités, dont les dépenses sont passées de 60 000 euros par an, beau normal an, à 170 000 euros en 2013, année électorale. Donc nous allons fortement les réduire dès cette semaine, à commencer par l'apéritif qui était prévu ce soir, et vous voyez, il n'y en a pas. C'est pas de gaieté de cœur, il y a de l'eau. Cristaline nous en a apporté. La Valadière, alors j'indique aussi la Valadière, on ne s'en sort pas, pour l'instant on ne peut toujours pas la boire. Voilà, donc on va... Deuxième élément, réduire les dépenses sur le marché de Noël, qui coûtait tous les ans à la commune, il faut le savoir, 35 000 euros. 35 000 euros, un quart de point d'impôt, enfin je vous passe les détails, je l'ai dit. Donc on va le revoir à la baisse fortement, et donc c'est Audrey Talibardol qui est derrière moi là-bas, qui va s'en charger pour la limiter à une seule soirée peut-être, à vérifier, pour l'instant c'est pas sûr, sans doute, de l'artisanat local, on fera une soirée.
De la même façon, le repas pour nos aînés, et il y en a beaucoup ici, des aînés, et je suis désolé pour eux, le repas coûtait 20 000 €, le repas pour les aînés. Voilà, on le fera, on fera un goûter, on fera un spectacle, je pense. On cherche d'ailleurs les mécènes pour l'animation, mais il sera réduit. Voilà. Autre exemple, les illuminations de Noël. En fait, elles étaient posées par un prestataire de service de la commune de Juvignac qui nous coûtait 12 000 € par an pour les monter. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va les monter avec les services municipaux. Ils feront peut-être moins, ils feront autrement, enfin bref, on fera travailler les services municipaux. Nous avons annulé, bon là c'est anecdotique, mais une délégation juvignacoise qui devait se rendre, qui se rend chaque année d'ailleurs à Paris pour l'Assemblée Générale des Maires, au Congrès Général des Maires de France, et auquel participent et interviennent des grands directeurs, des ministres, etc. Donc on ne va pas y aller, il y avait 6 personnes prévues, c'est terminé, on n'ira pas. Troisième élément, les contrats qui lient la commune sont peu à peu renégociés. Les marges commerciales sont rediscutées avec eux, avec les entreprises. Certains contrats sont stoppés ou modifiés afin d'encourager, justement, je l'ai dit, les travaux en régie municipale. Nous mettons en place des achats par ailleurs groupés, mutualisés avec les communes voisines ou alors avec l'agglo. Autre élément, les interlocuteurs susceptibles d'investir sur Juvignac en termes d'équipement public semblent, et c'est étonnant, enfin découvrir notre commune. Moi j'ai promené les vice-présidents de l'agglomération de Montpellier, les décideurs de l'agglo, du département et de la région, et qui nous rendent visite. Et ça c'est très positif, parce que derrière, si on veut des équipements publics comme on a à l'est de Montpellier, où Jean-Pierre Grand me parle de sa 2e piscine, alors qu'on n'a pas sur l'ouest une seule, Calat, etc., on sent qu'à l'ouest, sur les 6 communes, on n'a pas forcément les équipements qu'on ressent un peu plus sur l'est et sur le sud. Et justement, en ce sens, je travaille avec tous les 2 mois dans un déjeuner de travail avec les 6 maires des communes voisines, Merviel et Montpellier, Saint-Georges, Clavérune, Pignan, Gravel et Juvignac. Et nous travaillons pour justement travailler sur des synergies communes mutualisées en matière de tourisme, de culture, de transport, de marché, etc. Autre élément, j'ai souhaité qu'on mette en place une politique, je parlais d'optimisation des recettes, une politique tarifaire de location de nos salles communales. Actuellement, le tarif est tellement prohibitif que personne, absolument personne, ne paye quoi que ce soit. On a 9 salles qui nous rapportent à peine 1 000 € par an, 3 000 € en 3 ans, m'a-t-on dit, ce qui est ridicule. Cette salle, par exemple, louée ce soir, à un Juvignacois, c'est 800 €, mais pour un extérieur, c'est 2 300 €, je crois. Donc évidemment, personne ne peut louer la salle de Courpouéran. Donc il vaut mieux certainement louer moins cher, plus fréquemment, et décliner des tarifs en fonction de la nature de la demande, commerciale, associative, caritative, familiale, anniversaire, etc. Donc l'administration travaille là-dessus. Je ne suis pas là. Je suis occupé. Enfin, depuis le 7 avril 2014, les promoteurs et les aménageurs, et ça c'est important, sont priés, et ils l'acceptent, de bien vouloir participer financièrement aux équipements publics lorsqu'ils nous présentent leurs projets. Pas question de faire payer aux habitants actuels finalement des équipements destinés à des habitants futurs. C'est ce qui se passe pour les constellations. On pèse tous à 8 000 et 5 000 tirés. J'en termine là en concluant que c'est seulement en réduisant nos dépenses structurelles euro par euro que nous pourrons enfin assainir nos finances. Donc je vous remercie de votre attention et vous invite à poser librement vos questions si vous le souhaitez, à moi ou à des personnes qui sont autour de moi. Je ne peux pas présenter chacun, mais j'ai quelques adjoints, conseillers municipaux. Monsieur, si vous voulez venir. Pour vous dire que finalement les choses ne sont jamais terminées, puisque l'ancien maire d'Aigues-Mortes est là, monsieur Nicodème vient d'être nommé à Aigues-Mortes, et je lui laisse terminer la phrase. Bonsoir, monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Cédric Donato, je suis l'ancien maire d'Aigues-Mortes et récemment a été recruté monsieur le directeur général des services de la mairie de Juvignac, monsieur Nicodème. Et je suis là aujourd'hui parce que je suis inquiet, puisque ces derniers mois, le conseil municipal a voté, mais nous ne l'avons pas voté, alors je parle sous les yeux de mon ancien élu en charge des finances, et on a réussi à avoir une CAF positive, nous, sur les 3 derniers exercices, donc vous y arriverez. Effectivement, ce que vous avez montré, ça s'appelle de la cavalerie financière, donc c'est très grave.
Et donc, pour vous dire que ce monsieur continue, il essaie d'ailleurs d'embaucher la directrice des affaires financières. Et il pousse par la sortie l'actuelle directrice des affaires financières qui a permis justement de mettre une carte positive, faire en sorte de désendetter la ville. Donc, a été voté très récemment 25 000 € de prime par an pour ce monsieur. Prime exceptionnelle, et son salaire chargé représente entre 120 000 et 130 000 € par an. Chose très intéressante, vous avez parlé des problèmes avec l'urbanisation. Au dernier conseil municipal, le maire actuel a attaqué le PPRI. Alors le PPRI, c'est le plan de prévention des risques d'inondation. Aigues-Mortes et entre le Rhône, le Vidourle et le Vistre. 3 cours d'eau assez tempétueux. Et donc, résultat, ils attaquent le PPRI, donc le document que le préfet, pour pouvoir urbaniser des zones inondables. Et qui sort du lot, bien sûr, le MAS d'Avon et le fameux GGL. Voilà, donc on prend les mêmes et on continue. Donc, pour vous dire que c'était pas prévu, je ne vous ai pas appelé avant, mais je suis permis d'en parler à un de vos élus, parce qu'on prend les mêmes, on recommence, on s'aperçoit que les habitudes vont bon train, et même s'ils sont sur un autre département. Voilà, donc je vous dis bon courage, essayez de faire pour votre mieux, l'austérité ne pourra être que bonne, et surtout, la grande difficulté que nous on avait souffert il y a quelques années, c'était la relation avec ceux qui urbanisent, et principalement GGL, puisque nous avons eu 220 villas qui avaient été faites, une école qui avait été réalisée entièrement par la mairie, et c'est 3 millions d'euros qui ont été payés par le contribuable. Donc ça avait complètement asséché les comptes de la ville, et il avait fallu attendre 5 ans avant de retrouver, alors que dans le code de l'urbanisme, c'est bien écrit, celui qui urbanise et qui crée un besoin et ça peut payer à hauteur de 25% une partie de l'infrastructure qui est mise en place. Donc à part les arbres et les trottoirs, GGL n'a contribué à rien du tout. Et donc c'est les contribuables qui se sont retrouvés en difficulté. Donc nous avons attaqué, mon ancien élu en charge des finances a attaqué au tribunal administratif les comptes, le budget primitif de la ville d'Aigues-Mortes. Et on s'aperçoit que les dérives vont bon train. Donc je vous dis bon courage, travaillez. Si vous avez besoin de retour d'informations, ça sera avec grand plaisir. Merci à vous. Et donc, bon courage à la ville d'Aigues-Mortes. Oui, donc, monsieur parlait à l'instant de l'école. C'est vrai que j'ai pas évoqué le fait qu'on ne pouvait pas faire d'investissement du tout. Donc Finadev a travaillé en prospective et on avait imaginé un scénario dans lequel on puisse dégager 1 million, 2 millions d'euros par an d'investissement pour, sur plusieurs années, financer une école. J'espère qu'on pourra la faire, cette école, parce qu'on a des chiffres qui sont autour de 6-7 millions d'euros pour une école, c'est pas donné. Donc j'espère qu'on pourra... On voulait la démarrer rapidement, mais au vu de ce que nous diront les chiffres et la Chambre régionale des comptes, je pense qu'il faut qu'on soit un petit peu patient. On a des Algeco, c'est compliqué, les classes sont surchargées, et j'indique ici, ça m'y fait penser, que le ministère de l'Éducation nationale, le rectorat, nous demande de ne plus inscrire les enfants de petite section et de moyenne section à Juvignac à partir de cette semaine. Parce qu'il y a tellement d'enfants en constellation qui n'avaient pas été prévus. 3 classes ont été ouvertes à la rentrée, élémentaire, maternelle, et il n'y a plus de poste pour une 4e. En tout cas, pas tout de suite. Voilà. Alors, est-ce que vous avez... Qui veut poser des questions sur tous les sujets à Finadev, à ma DGS, alors Madame Labarre remplace donc Patrick Nicodème qui est parti à Aigues-Mortes et qui touche maintenant une prime de 25 000 euros. Alors chez nous il est chargé, il nous coûtait 200 000 euros par an. À Aigues-Mortes il est qu'à 130 000, mais il va se rattraper. 200 000 chez nous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Monsieur, bonsoir. Je suis nouvel arrivant à Juvignac. Je vous pose la question si j'arrive bien ce soir. Bon, j'espère que ça sera positif pour l'avenir. Ma question elle est simple. Les fraudeurs du passé seront-ils poursuivis?
c'est vrai que tout à l'heure j'évoquais Laurent Munoz qui vient installer au conseil municipal et qui peut-être est en conflit d'intérêt du fait d'avoir voté une subvention dans laquelle il était lui-même l'expert comptable à 5 000 € par an. Bon. Ça c'est un point judiciairement attaquable, c'est clair. Le reste, ça s'appelle de la gabegie, ça s'appelle de l'incompétence, ça s'appelle de la mauvaise gestion, ça s'appelle ça s'appelle comment? De la fraude. Du vol. Alors, par rapport à l'Office du tourisme, on va demander justification aux 4 lignes de téléphone qui vont coûter 10 000 € par an, parce qu'il y a des factures personnelles là-dedans. Ce qui est difficile judiciairement, c'est qu'il faut, et on consultera un avocat en ce sens, c'est qu'ils nous disent, moi je ne suis pas avocat, donc au vu de ces éléments-là, si vous voulez, aujourd'hui, moi j'ai la photo, on me l'a rendue mardi, hein, le préfet j'ai vu mardi, mercredi j'ai vu un magistrat de la Chambre régionale des comptes, ce soir on se voit, voilà la photo, je voulais la faire avec vous. Ensuite on consultera, on donnera ces éléments acquis de droit pour examiner ce qui relève de la fraude, ce qui relève du vol, ce qui relève de la mauvaise gestion, ce qui relève... Voilà. Mais je ne peux pas, moi, aujourd'hui, on va dire, incriminer, parler de vol ou d'autres éléments comme ça, sans aller, sans risquer la diffamation, parce que il n'y a qu'un avocat qui puisse nous éclairer ou un juge qui puisse le confirmer. Donc sachez qu'aujourd'hui, on en est là. Cette semaine, il y a eu tous ces éléments, et qu'on va les poursuivre dans les semaines à venir et demander des justifications pour le moins à ces personnes-là, sachez-le, avec l'ancien maire d'Aigues-Mortes qui nous éclairera aussi. Voilà. Et la préfecture ne sent pas un peu mal à l'aise là? La préfecture? Depuis 30 ans, l'opposition municipale a signalé à la préfecture toutes ces malfaçons qui se passaient dans notre municipalité pendant 30 ans. Et aucun préfet a eu le chic. Regardez les papiers de plus près. Et ça, c'est insupportable. Oui, parce que l'opposition a beaucoup travaillé pendant des années. Moi, je suis depuis 92. Ils se sont battus comme des lions pour dénoncer. Ils ont distribué. Je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il qu'au niveau, effectivement, comme ce monsieur dit, à des instances plus hautes, il n'y ait jamais eu aucune réaction. Oui, tout à fait, vous avez raison. Alors, en fait, il y a 2 éléments. Le premier, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chambre régionale des comptes est venue en 2001. Ils viennent en 2014, c'est bien, mais entre-temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc moi, j'ai posé la question et je la pose officiellement. Je veux savoir pourquoi on n'est pas venu entre-temps. Est-ce qu'on connaissait des gens? J'incrimine personne, je veux savoir. Deuxième élément, le préfet, lui, est au courant de ce qu'on lui indique officiellement à travers les chiffres. Les comptes de la commune de Juvignac sont tenus par le trésorerie de Commontéral, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc le receveur de Commontéral tient les comptes de la commune. Et au vu de ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire faire de la cavalerie comme disait monsieur, c'est-à-dire décaler des engagements de l'année pour dire les factures on les reçoit l'année prochaine. Ce décalage, en fait, dans les comptes, il ne se voit pas forcément. Et donc, parce que vous avez un engagement aujourd'hui, vous engagez pour 100 000 €, et les factures, vous les recevez, je les reçois, mettons, j'engage aujourd'hui 100 000 €, je devrais les compter sur l'exercice 2014, d'accord? Mais les factures, ou les travaux, peu importe, les factures arrivent en 2015. Si je garde la facture dans un tiroir et que j'attends 2015, je la présente en 2015. C'est ça qui faisait. C'est-à-dire que d'année en année, on décalait pour masquer le déficit de l'investissement qui aujourd'hui. Reprenez un micro. Madame. Est-ce que vous allez continuer de payer l'employé municipal que nous avons payé par la 17 ans? Alors, Alain Grépinet, qui est notre conseiller municipal délégué aux finances, que je présente à ce moment-là, s'en occupe par voie d'avocat, où on a attaqué le centre de gestion de la fonction publique territoriale. On nous a attaqué. Oui, je vais passer la parole à Alain. Je peux vous donner quelques précisions à ce sujet, et notamment parce que je crois qu'actuellement, dans notre équipe municipale, je suis le seul à avoir siégé dans le groupe majoritaire la fois précédente. Au bout de 3 ans et demi, j'avais été conduit à démissionner, et donc ce n'est pas par hasard que M. le maire m'a confié la charge des finances de notre commune, et j'avais donc déjà été alerté lors de la mandature précédente par ce cas particulier, tout à fait singulier,
qui se traduit, comme monsieur le maire vous l'a dit, par le règlement, nous l'avons encore reçu ces jours-ci, hein, il y a 2-3 jours en arrière, une demande du centre de gestion, parce qu'il faut savoir que l'employé en question, bon, je ne vais pas revenir sur l'historique, etc., ça serait trop long, et un peu compliqué, mais je peux vous assurer, puisque je suis allé voir un de nos avocats qui est à Nîmes, spécialisé en droit public, qui s'occupe de ce dossier, que l'on ne lâchera pas. Et donc, la seule chose que l'on puisse faire actuellement, on ne peut rien faire contre cet agent-là. Pourquoi? Parce qu'il avait été mis par l'équipe précédente, il avait été mis à la disposition du centre de gestion. Il y a une procédure à respecter. Et donc, nous ne pouvons agir que vis-à-vis du centre de gestion. Alors, le centre de gestion paye en effet depuis 17 ans cet agent, et nous demande, tous les 6 mois, demande à la mairie de Juvignac de rembourser 75% de son salaire, n'est-ce pas? Et donc nous avons décidé cette année, depuis que nous sommes là, il n'y a pas longtemps que nous sommes à la mairie, nous avons décidé de ne plus payer le centre de gestion, puisque je vous répète, on ne peut pas agir auprès de cet agent. Donc, à partir de là, nous espérons évidemment le centre de gestion du Conseil général va réagir, va nous demander des comptes. Et donc, à partir de là, nous allons, par la voie de cet avocat, agir directement pour demander un dédommagement. Il faut savoir également qu'il y a une prescription quadriennale, c'est-à-dire que nous pourrons demander au maximum que 4 ans de restitution de ces salaires, 4 ans sur 17 ans, excusez-moi du peu, mais je suis preneur, enfin, nous sommes preneurs. Voilà, et puis je vous passe beaucoup de détails. Mais donc, je peux vous assurer qu'on s'occupe de ce dossier. Alors que lorsque j'étais conseiller dans ma voiture précédente, l'ancien maire m'avait demandé de ne plus évoquer ce dossier. Je ne vous en donnerai pas la raison. S'il vous plaît. Une autre question? Monsieur? Ah, monsieur, pardon. Bonsoir, monsieur le maire. Juste pour répondre à l'exemple que vous avez donné, considérant que les factures pouvaient être mises dans des tiroirs, il semble quand même que là c'est une faute grave de comptabilité. Les factures à payer, on passe des écritures de charges à payer d'un exercice sur l'autre, et si on met des factures dans le tiroir, ce sont des fautes graves. Je pense que ça peut être confirmé pour notre expert. Moi, la question que j'ai à poser, c'est aussi concernant les banques qui ont quand même prêté pendant tant d'années, alors que la situation était connue, et en particulier ils ont les moyens, eux, de la connaître, et il est si difficile pour un particulier d'arriver à faire un prêt, et on a continué pendant des années à prêter en enfonçant un peu plus la situation. Là, je pense qu'il y a aussi des questions à poser à ces gens qui ont en plus légalement une obligation de conseil pour éviter le surendettement. Vous avez raison. En fait, comme je vous l'ai dit, hein, il y avait 1,8 million prévu au budget 2014 en février par l'ancienne majorité, avec une offre commerciale d'une banque datant de février 2014. Cette offre commerciale bancaire, pour 1,8 million, on ne l'a pas levée, on ne s'en est pas occupé. Et quand on a eu les résultats de l'audit, on a contacté 5 banques, dont elle, sur ce 1,8 million pour finir l'année, parce que sinon on ne pouvait pas payer les salaires. Donc les 4 banques ont refusé. Je vous indique qu'on est noté 7 sur 7 ou 8 sur 9 dans les banques. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille en commission nationale si on veut un prêt. Enfin, 4 banques nous ont dit, mais il y en a une qui ne m'a même pas répondu, qui n'a pas joué le jeu. Et la seule qui prête, effectivement, depuis 2009, parce que les autres refusent depuis ce temps-là. J'ai dit tout à l'heure, sa présidente de la caisse locale était une ancienne adjointe à la mairie de Juvignac. Peut-être c'est un hasard. Mais, on a notre avocat qui s'appuie sur cette affaire-là, qui se charge de chercher. Ça a été allumé au fond. En fait, je peux que dire que c'est un hasard. En tout cas, je remercie cette banque de nous accompagner pour finir l'année, parce que sinon, je serais peut-être même pas là pour vous en parler. On n'aurait pas la salle, on aurait tout. Enfin, voilà. Donc, je la remercie de nous aider à finir l'année. Sachez aussi que parmi les 4 autres banques, 2 sont ravis qu'on arrive avec cet état d'esprit qui nous anime, qui est justement l'opposé de celui que j'évoquais tout à l'heure. Parce que pour moi, 1 euro, c'est 1 euro. Voilà. Mon téléphone, d'ailleurs, c'est mon téléphone personnel, je me l'achète, je ne l'ai même pas mis sur les comptes de la... Enfin, voilà. Donc cet état d'esprit qui nous anime plaît aux banques. Et donc ils nous ont dit qu'ils allaient nous accompagner en 2015 et nous sortir la tête de l'eau et nous aider éventuellement. Voilà. Alors sur le point précédent, je vais laisser répondre Laurent Millet de Finandev.
Oui, bonsoir. Effectivement, quand il y a une dépense qui est engagée par la collectivité, au départ, c'est une dépense qui doit se référer à un budget qui a été voté, avec des lignes budgétaires qui ont été identifiées et un montant de dépenses prévu sur l'année. Lorsqu'un contrat est signé avec une entreprise, quelle qu'elle soit, il faut vérifier, avant d'engager un contrat avec cette entreprise, que les crédits qui sont dans le budget sont encore disponibles. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été utilisés pour payer un autre marché, une autre commande. Donc, c'est ce qu'on appelle la politique d'engagement. Donc, dans la politique d'engagement, on vérifie d'abord les crédits et puis après on engage le marché. Si jamais cette opération n'est pas correctement réalisée, le contrat avec un tiers étant signé, il engage malgré tout la collectivité auprès de ce tiers et il est tenu d'exécuter le contrat avec cette entreprise, quelle qu'elle soit. Donc ça veut dire que si jamais cette dépense elle a été engagée avec un tiers et qu'elle n'est pas dans le budget de l'année, forcément lorsque la facture arrive, et comme les marchés, le temps qu'ils se réalisent, ça peut être sur 2 exercices, et donc en fait, ça grève déjà le budget de l'année d'après, alors même que les choix politiques n'ont pas été décidés pour le budget suivant. Donc si on engage 13 mois de budget sur un budget qui est voté sur 12 mois, on ampute déjà le mois d'après, un 12e du budget à venir. Donc ce qu'on appelle la notion d'engagement, qui est un élément, un point de départ de la comptabilité publique. Merci. Oui, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, on a sorti des bulletins municipaux, on n'a pas sorti beaucoup, ils sont sur papier glacé, ils sont jolis, tout ça. Donc ça fait partie des réductions qu'on a prévu de faire avec de la publicité intégrée en fait, qui nous coûteront 0. En 2015, on aura des bulletins municipaux qui ne coûteront rien du tout. Voilà. Reparlez, s'il vous plaît. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dain. Raphaël Sanchez, ancien conseiller municipal de 1991 à 2001, ancien banquier à la Banque Populaire, et en particulier dans les spécialités d'audit. Je voudrais d'abord vous dire que je suis un petit peu étonné de ce que vous avez dit, parce que l'opposition, que je sache, était là depuis 6 ans. Et j'ai relevé d'ailleurs qu'a priori la préfecture a envoyé des notes d'avertissement. Que je sache, je n'en ai pas pris connaissance personnellement, alors que je suis très attentif à ce genre d'intervention. Premier point. Tout à l'heure, on a dit d'ailleurs que la préfecture ne s'est pas montrée dans cette affaire-là particulièrement regardante. Et j'en suis tellement d'accord que j'ai écrit, vous le savez bien, à plusieurs reprises à monsieur le préfet, ou à plusieurs préfets, puisqu'ils changent au fil des gouvernements, comme chacun le sait. Et donc, je suis très étonné de constater aujourd'hui qu'on découvre une situation qui est particulièrement désastreuse, dangereuse, et sur laquelle j'aurais à vous dire aussi que les mesurettes que vous présentez me paraissent complètement dérisoires. Pourquoi? Parce qu'il y a par exemple la médiathèque, qui n'a fait l'objet d'aucune subvention, ce qui aurait été la moindre des choses. Si on doit prendre des mesures drastiques, c'est bien de penser au papier glacé que vous avez distribué aujourd'hui, mais moi, en ma qualité d'expert, je dirais qu'il faut prendre des mesures drastiques beaucoup plus lourdes, c'est-à-dire, par exemple, bien que ça va surprendre certains, vendre la médiathèque, ou, a priori, la fréquentation n'est pas celle qu'on a annoncée depuis plusieurs années. Donc, en ce qui concerne le problème de l'audit, on connaît très bien Philandep, puisqu'on a travaillé avec eux à la Banque Populaire pendant un certain nombre d'années. Ce sont des gens extrêmement sérieux. D'ailleurs, j'ai regardé sur Internet le parcours, les dirigeants, etc. Ce sont des gens sérieux, et ça, je vous accorde que c'est un choix qui est judicieux. En revanche, en ce qui concerne l'Office du tourisme, indépendamment du fait que dans ce pays, on
On a parlé beaucoup des cumuls des mandats, et moi aujourd'hui je voudrais vous parler du cumul du mandat. Depuis 1983 jusqu'à l'appartenance qui est la vôtre, puisque vous avez réussi à prendre le relais, avec tout de même que 72 voix d'écart, il faut le souligner au passage. Attendez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Simplement, je voulais dire que si on veut prendre avoir des résultats concrets et surtout améliorer de manière rapide et sensible les résultats désastreux que vous avez présentés, il faut prendre des mesures drastiques et ce ne sont pas les mesures que vous avez prises. Deuxième point, en ce qui concerne l'office de tourisme. Chacun sait que l'office de tourisme, à la tête de cet office de tourisme, il y a le président départemental de l'UMP, que c'est une opération à caractère politique, purement et simplement. Que, d'autre part, j'ai écouté avec attention ce qu'a dit Daniel Jolivet concernant les résultats des comptes, etc. Je suis très étonné que, dans l'opposition tout de même, on ne se soit pas montré un peu plus regardant sur des situations qui sont ubuesques pour moi. C'est complètement ubuesque. Attendez, c'est complètement ubuesque. Deuxièmement, on sait très bien que les résultats annoncés étaient faux, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des actions qui ont été menées dans l'opposition, dont je faisais partie, mais pas suffisamment fortes en tout cas pour dénoncer ce que je qualifierais moi d'abus de bien social. Ça, on verra ça plus tard avec les avocats, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas mené les actions fortes qu'il fallait mener pour éviter d'en arriver où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous avez retenu les mesurettes, c'est bien. Moi, je vous reparlais de renégocier tous les contrats liant la commune. Je vous parlais de faire financer par les interlocuteurs que je fais visiter les équipements publics, etc. Vous auriez pu, dans l'opposition, j'imagine, convier ces personnes-là. Vous l'avez fait certainement. J'ai parlé de travail en commun avec les maires des communes alentours pour mutualiser et mettre en synergie les moyens des projets, ce que nous faisons. Voilà, bon, vous avez retenu la politique tarifaire des salles, etc., c'est pas neutre. Et puis surtout, les aménageurs et promoteurs, priés de participer, dès qu'ils font un logement, à un bout d'équipement public. Pas un maintenant ne vient en disant « je vais vous faire, monsieur Savis, des logements là », sans me dire « oui, mais regardez, ici, je peux participer à un bout de ci, un bout de ça ». Vous avez retenu ce que vous avez eu envie de retenir. Par rapport au rôle de l'opposition. Pour parler du rôle de l'opposition, c'est vrai que j'ai été élu avec Jacques Bousquet ici présent pendant 6 ans dans l'opposition. Daniel Jolivet a fait partie elle-même de l'opposition, je crois en 95, c'était ensemble, 2001. C'était compliqué avec Daniel Santonja d'avoir un soupçon de transparence. C'est compliqué quand on est dans l'opposition d'obtenir ce que vous réclamez du préfet. Les courriers dont je vous parle du réseau d'alerte envoyés par le préfet et la directrice régionale des finances publiques que j'ai reçus en mai 2014, bon, Mme Santonja les recevait dans les années précédentes. Mais la broyeuse est passée par là le 1er avril, le lendemain de mon élection, à 72 € poids, je m'en fous, une voix c'est une voix. Hein. Et d'autre part, sur ce point-là, comment dire, le préfet m'a indiqué que ce n'était pas son rôle, parce qu'en fait la tutelle n'existe plus depuis 82, les lois de décentralisation, je vous passe les détails, et vous savez comme moi que c'est la Chambre régionale des comptes qui est souveraine et qui décide ou pas d'envoyer un magistrat ou pas. Le préfet, il me l'a dit encore cette semaine, il m'a dit mais nous on accompagne, si on dépasse le taux des 10% de déficit, et il est possible qu'à Juvignac on les dépasse, je l'ai dit, techniquement le préfet est tenu de saisir la Chambre régionale des comptes, il a 30 jours pour le faire, la Chambre ensuite a 30 jours pour formuler des avis, mais la Chambre, hors ce cas-là, est souveraine. Et le préfet n'a rien à voir dans les comptes d'une commune. Il est là pour le contrôle de la légalité, mais il ne juge pas de l'opportunité. Et comme je parlais tout à l'heure de cavalerie ou de décalage, ça ne se voit pas dans les comptes, ni dans le budget primitif, ni dans le compte annuel de fin d'année qu'on a au printemps. Voilà, je réponds en partie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La médiathèque. Oui, la médiathèque, est-ce que... Comment se fait-il qu'elle ne soit pas prise en compte en charge par l'AGLO? Alors, cette semaine, Laurent Rush, mon adjoint à la culture, il doit être par là. Je sais pas où il est là. Je peux te lever, Laurent?
J'ai reçu avec mon adjoint à la culture qui est ici, cette semaine, le vice-président de l'agglomération, Bernard Travier, et le directeur de la culture de l'agglomération, Marc Daniel. Et nous avons passé 2 heures ensemble en mairie pour parler de ce sujet, de faire entrer la médiathèque de Juvignac dans le réseau des médiathèques de l'agglomération. Et puis, vous avez fait un tour ensuite dehors pendant que je travaillais cette soirée pour visiter cette salle, pour visiter le terrain là-bas qu'on a stoppé en PPP, en partenariat public-privé, pardon, de la salle de spectacle, pour justement faire en sorte qu'on puisse, en intercommunalité, bénéficier d'un équipement culturel sur ce lieu, qui nous semble, entre Saint-Georges-d'Orc, Grabel avec le lien qui percutera sur Bel-Air éventuellement, Saint-Georges-d'Orc et la Lérune, profiter à plusieurs communes d'un équipement culturel financé par l'agglomération. Et on verra à ce moment-là si la médiathèque, on la transfère dans ses locaux ou pas. Et entre-temps, on leur a demandé, et bon, on ne décide pas forcément de tout, de pouvoir prendre en charge une partie des frais de fonctionnement, bien que les opérations soient blanches, qu'il y aura un transfert de charge et qu'il est possible que pour la commune, ce soit transparent. Voilà, donc on avance en fait, c'était cette semaine. Madame Pétard, bonsoir, conseillère générale du canton. Vous n'avez pas vu. Très intéressée à voir comment ensemble redresser la commune. Je voulais venir sur la question de la médiathèque et des aides apparemment absentes des autres collectivités. Il faut que vous sachiez qu'un dossier avait été déposé concernant cette médiathèque au Conseil général de l'Hérault, ce qui était bien normal puisqu'on aide ce type d'aménagement. Et bien évidemment, vous vous doutez qu'avant d'engager de l'argent public au Conseil général, on demande un certain nombre d'éléments de contrôle. Donc, dans ces éléments de contrôle pour aider cette médiathèque, il était posé la question des titres de propriété. À qui était le terrain sur lequel on allait construire cette médiathèque? Et il y a eu un refus du DGS et de la commune de nous faire part des titres de propriété du terrain de cette médiathèque. Vous vous en doutez, puisque cette médiathèque a été construite sur un terrain d'un propriétaire que tout le monde connaît à Juvignac, privé, et plus que privé, puisque c'est une entreprise, que locaux de logement ont été faits au-dessus de la médiathèque, qu'ensuite on s'est rendu compte pour cette médiathèque qu'il n'y avait pas d'accès handicapé, donc on s'est mis à creuser en sous-sol pour avoir un accès handicapé. Dans la description que je fais, vous avez tous compris qu'il s'agissait d'une sorte de collusion, comme beaucoup d'équipements dans cette commune ont fait l'objet d'une sorte de collusion, mais pour ne pas être attaqué pour diffamation, je n'en dirai pas plus ce soir devant vous, mais vous avez compris qu'il s'agissait d'une manipulation, effectivement, avec du privé, que bien sûr, on ne pouvait pas affirmer au Conseil général que le bien appartenait à la commune. Voilà, mais nombre de dossiers, je salue le collègue ex-d'opposition, j'ai siégé 7 ans aussi en opposition ici, on a eu affaire à une façon de travailler extrêmement opaque, il fallait vraiment aller chercher, et Jacques Bousquel a été un expert pour comprendre comment les choses s'agençaient dans cette commune. Je me rappelle aussi de la ZAC Marco Polo, qui était prévue pour des commerces. L'adjoint à l'époque qui s'en est occupé avait une compagne promoteur immobilier. Et puis cette ZAC Marco Polo, ça n'a pas marché les commerces. Alors il a fallu revoter pour faire des logements. Et puis quand Jacques Bousquel a été chercher qui était derrière les acheteurs de cette ZAC, il y avait plusieurs sociétés empilées les unes par-dessus les autres, et on a trouvé la compagne de l'adjoint sous son nom de jeune fille qui dirigeait une de ces sociétés. Bon, il y a eu beaucoup de choses comme ça à Juvignac. Ce soir, tout le monde est indigné, mais j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, que beaucoup de gens ont continué de voter d'une fois sur l'autre pour cette équipe municipale. En partie, il y a beaucoup de responsabilités partagées finalement dans cette commune. Je voudrais dire aussi que
que quand ce DGS qui a été nommé tout à l'heure pour ses comportements... Directeur général des services, M. Nicodème, qui est à Aiguemorte. Est arrivé ici, dans les dernières équipes municipales. C'est un monsieur qui se permettait, lorsque le conseil général, moi je parle de la collectivité où je suis élue par vous, le conseil général demandait des pièces afférentes à un dossier déposé. Ce monsieur téléphonait, quasiment insultant avec les directeurs de nos services et estimant que le conseil général devait changer son règlement parce que ça ne lui convenait pas. Et il a fait ça avec l'AGLO, je le sais par mes collègues de l'AGLO, et il a fait ça avec toutes les institutions qui auraient pu aider, y compris avec les services de l'État, qui s'en sont plaints. Voilà. Donc on a été ici, quelque part, dans une espèce de stratégie de non-droit, hein, voilà, qui a fonctionné, et hélas, je le crains, au vu et au su de beaucoup de nos concitoyens juvignacois. Donc voilà, maintenant, il va falloir ensemble se retrousser les manches. Merci Monique. Patrick Nicodème, dont on parle beaucoup, avait sévi au CRES en 2002. Et puis Pierre Bonal, que je croise souvent en conférence des maires, m'a parlé aussi de Patrick Nicodème. Il avait constaté lui-même des errements dans ses budgets primitifs. Comme quoi, ce qui se reproduira avec Aiguemorte peut-être pas, c'est produit à Juvignac et antérieurement au CRES. Oui, je voulais déjà dire que beaucoup de gens, dont moi je faisais partie, ont voté pour Daniel Santoja parce qu'on était tout à fait de bonne foi. Il ne faut pas s'imaginer qu'il n'y avait que des voyous qui votaient pour Daniel Santoja. Ça, c'est une première chose. Tout à fait. Je précise que la dernière fois, j'ai voté pour Jean-Luc Savy. Hein. Donc, il ne faut pas complètement politiser les choses. Parfois, il y a aussi des relations tout à fait humaines et des relations de confiance. Bon, après, peut-être que certains sont trompeurs, mais il ne faut pas non plus traîner dans la boue Juvignac, et maintenant il faut qu'on arrive à en sortir. Donc ça, c'était une première chose que je voulais dire. Mais je voulais savoir aussi quel était, bon, Juvignac a un atout commercial certain par rapport à d'autres villes identiques. On a des centres comme Intermarché qui drainent énormément de clients. Je voulais savoir quel était le poids fiscal, donc l'atout que Juvignac retirait de tous ces avantages économiques. Merci. CFE, cotisation foncière d'entreprise, rentre dans les poches de l'agglomération, pas dans les poches de la commune. Donc, toutes les entreprises de la commune payent leurs taxes pour l'agglo future métropole. Donc, fiscalement parlant, une commune n'a pas forcément intérêt à avoir sur son sol des entreprises, quelles qu'elles soient. Pour autant, passer le volet fiscal qui est peut-être moins intéressant, il est tout à fait vital et important d'avoir un réseau irrigué d'un territoire économique fort. Et on l'a dit pendant la campagne, et on se le fabrique en ce moment avec Luc Bremer et puis Jacques de Chambrin, qui est mon adjoint au développement économique. Il est absolument essentiel que nos cités dortoirs du nord et de l'ouest montpelliérain puissent contribuer à équilibrer ce qu'on voit mener au sud, avec l'axe jusqu'à la mer, où il faut absolument contrebalancer cette dualité de zones économiques au sud et puis dortoirs au nord ou à l'ouest. On a besoin des entreprises. Jacques, si tu veux dire un mot ou pas d'ailleurs, sur ce point. Tu veux dire un mot? Tu peux te lever. Il est tard, il y a soif. C'est vrai que nous sommes, depuis longtemps, mais parce que c'était la construction de Georges Frêche et de son adjoint à l'urbanisme, nous sommes confrontés à une marche à la mer de Montpellier qui va se faire encore plus enrichie avec le doublement de l'autoroute et la ligne à grande vitesse. Et pour des entreprises, c'est extrêmement tentant d'être plutôt dans ces grands axes sur lesquels investit l'agglo que dans des zones qui sont comme les nôtres. Mais actuellement, Jean-Luc Savy, avec tous les maires de ce qu'on appelle l'arc ouest, a imposé au niveau de la métropole l'idée que l'arc ouest ne doit pas être une zone dortoir et qu'au contraire, elle recèle des potentiels extrêmement importants de par son positionnement. Si vous avez lu l'article du président de l'agglomération
Philippe Sorel, dans la Gazette de ce matin, il a dit qu'une de ses priorités était de terminer le contournement ouest, c'est-à-dire la liaison entre l'A75 et la 9, de façon à ce qu'elle ne soit pas avec tous ces giratoires que nous connaissons, mais qu'elle soit totalement une autoroute depuis le Dèvre jusqu'à la 9. C'est fondamental pour nous parce qu'avec la fin du lien, qui est sa deuxième priorité, nous serons au confluent des deux grands axes, est-ouest et nord-sud de Montpellier, et nous sommes pour les entreprises un endroit extrêmement intéressant pour investir. Nous avons des gens qui nous disent « nous voulons venir chez vous ». Et nous avons des zones que nous pouvons offrir à terme sur lesquelles elles pourraient s'implanter. Ça ne se fera pas dans les 2 ou 3 années qui viennent, puisque vous savez que le bouclement du contournement nord de Montpellier, c'est-à-dire le lien, n'apparaîtra qu'entre 2017 et 2018, et que la fin de la liaison entre l'A75 et la 9 prendra également 4 ou 5 ans. Mais ce que l'on peut dire, c'est que notre commune est véritablement au centre du futur développement à une dizaine d'années de l'ouest de Montpellier, ce qui est dans une des priorités de la métropole. Seconde priorité, je crois que tu as vu il n'y a pas très longtemps Jadin, qui est en charge de l'urbanisme, qui a dit pour nous, cet espace juvignacois, Grabels, Pignan, Louvière et Montpellier, il est fondamental. Nous considérons que la marche à la mer, elle est pratiquement finie, et nous nous occuperons ensuite de ce développement-là. Cela dit, en termes d'urbanisme, ensuite, c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Mais nous sommes véritablement sur un développement qui cessera de faire de notre zone une zone dortoir. Quand je dis notre zone, ce n'est pas uniquement Juvignac, c'est toutes les communes qui représentent aujourd'hui 50 000 habitants et qui à terme en représenteront 100 000 de l'arc ouest de Montpellier. Je vous propose d'en arrêter là, mais je vous indique que vous pouvez parfaitement passer en mairie. C'est votre hôtel de ville, vous l'avez payé suffisamment cher pour venir nous poser directement des questions. Alors si on ne vous répond pas assez vite, si vous trouvez que c'est les services administratifs, que les élus sont trop longs à répondre, sachez qu'on a installé des permanences. Pour ma part, c'est tous les mardis matins, en passant par Jocelyne Cavalier. On a chacun des délégués, et il y en a 11, reçoit. Il suffit de venir à l'accueil et vous pouvez poser vos questions, vous informer. Entrez dans l'hôtel de ville, on vous accueillera toujours avec vos questions sur ce point. Et alors, effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est de se faire un bilan dans un an sur ces points. De voir un peu où on en est, comment on a évolué financièrement. Bien sûr, on le fera pendant l'année, mais je vous propose qu'on se retrouve l'an prochain pour essayer de se dire, voilà où on en était, voilà où on en est, qu'en est-il de la rigueur qu'on a installée, qu'est-ce que vous en pensez, et puis on repartira ensemble. Je pense qu'il faut qu'on fasse des rendez-vous réguliers entre nous sur les finances et sur d'autres sujets aussi à mettre en place. Merci beaucoup, bonsoir à tous.